mais là il y a un peu de réverb, ça va Merci de nous accueillir et je vous avoue que, comme je le disais à d'autres personnes, moi, en tout cas très personnellement, ça me touche beaucoup d'être avec vous aujourd'hui. Comme le disait Chérine, je suis né au Congo, j'ai passé les 7 premières années de ma vie en Afrique et la piqûre africaine, je l'ai gardée. Et je l'ai tellement gardée que quand j'ai refusé de faire mon service militaire en Belgique des années plus tard, eh ben, je suis reparti en Afrique. Et j'ai enseigné la littérature africaine pendant 3 ans à l'école normale de Zinder au Niger. Donc pour vous dire que la fibre africaine, j'ai peut-être pas l'air, mais je l'ai. Alors, plus sérieusement parlant, ce que je vous propose dans cette première partie de la matinée, c'est un parcours. C'est un parcours au sens, c'est une traversée de cette révolution que le numérique est occupé à provoquer dans l'histoire des relations entre l'entreprise et les clients et les consommateurs. Alors, ça va être un peu en entonnoir, je vais commencer avec un certain nombre de généralités. Pour certains d'entre vous, vous allez dire, bah, ok, ça je sais, mais vous allez voir, l'idée, c'est évidemment d'aller un peu plus pointu et apporter, peut-être au-delà de constats, des réponses et éventuellement des solutions, sinon un outil. En tout cas, pour ceux qui resteront pour la journée, ils auront l'occasion de pratiquer l'outil que nous avons mis quand même 6 ans à préparer. Donc, je pense qu'il a été vérifié et contre-vérifié. Alors, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je vous propose de regarder un très vieux document. Alors, vous en excuserez la qualité technique. C'est un extrait d'un documentaire qui est passé à la télévision française en 69. Je vous propose d'écouter attentivement ce que ce monsieur dit. Dans ce cadre qui vous apporte 40 possibilités de choix à domicile, est, je crois, la révolution de l'avenir. La manière dont on peut s'en servir est au fond de mettre à la disposition des individus la possibilité de choisir eux-mêmes les images et les sons qu'ils désirent recevoir, non seulement pour leur distraction, non seulement pour leur éducation, mais encore pour tous les actes pratiques de la vie. Donc, comme je le dis à chaque fois que je présente ce film, si vous connaissez une vidéo aujourd'hui qui me dit ce qui va se passer dans 50 ans, j'en serais très curieux. En fait, cette révolution numérique, on a tendance à la regarder comme une révolution technologique. En fait, cette révolution numérique n'est pas nécessairement seulement une révolution technologique, elle est avant tout une révolution culturelle. Et si je devais schématiser de manière très simple, sans un mot, le résultat de cette révolution culturelle de la relation entre l'entreprise et ses clients, ben c'est le schéma que vous avez devant vous. On passe d'un monde de verticalité à un monde d'horizontalité. Quand Gutenberg invente le bouquin, le livre, qu'est-ce qu'il fait? Il sacralise le savoir. Donc la personne qui pourra acheter un livre et qui pourra le lire, eh bien, il aura le pouvoir. Le savoir va être un pouvoir et ça va durer pendant 5 siècles. Aujourd'hui, j'enseigne depuis à peu près 20 ans dans les universités, que ce soit au Québec, en Chine ou en Europe. Le savoir n'est plus un pouvoir. Les étudiants qui arrivent dans les salles de classe, ils peuvent parfois en savoir autant que vous sur certaines choses parce qu'ils y ont accès gratuitement. Si j'insiste sur cette notion, c'est que l'entreprise a construit sa valeur, son business model sur un savoir, et souvent un savoir-faire. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus pour exister dans le monde économique dans lequel on est. Bien sûr, il faut garder son savoir-faire. Il faut valoriser son savoir, mais il faut peut-être aussi valoriser d'autres choses, et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Alors, rapidement, voir un petit peu cette révolution numérique en quelques slides. J'aimerais vous dire en quoi cette révolution est fulgurante. Regardez ça, c'est l'histoire des inventions depuis le début du 19e. L'humanité a eu le temps d'absorber chacune des inventions. Mais vous regardez qu'à partir de 1980, les inventions se sont télescopées. Et aujourd'hui, on cavale derrière les innovations, derrière les plateformes qui naissent des jours et des années les unes après les autres. Pourquoi? Parce que l'invention est ainsi faite, le numérique accélère tout. Ça veut dire que nous sommes, comme individus, mais aussi comme entreprise, on est un petit peu parfois à la remorque par rapport à notre capacité de comprendre ces innovations. S'il fallait résumer le résultat de cette accélération, je dirais qu'il y a un mot qu'il faut garder, c'est la mobilité. Tout bascule vers le mobile. Depuis 2015, la consommation d'Internet dans le monde est plus importante sur le téléphone portable que sur l'ordinateur. Et ça ne va pas se ralentir. La seule chose qui se passe pour l'instant, ça se tasse un petit peu. On l'a ici avec les chiffres de vente des smartphones dans le monde. Depuis 2015, ça stagne. Donc on est autour de, sur la planète, 5 milliards 2, 5 milliards 3 à être sur le téléphone portable. Mais toute la consommation numérique est occupée à basculer sur le téléphone essentiellement. L'autre point
loin et je ne vais pas vous matraquer avec les chiffres, mais juste voir que 67% de la population mondiale donc, sont sur le téléphone. Ce qui est intéressant, c'est que la croissance de la consommation sur le téléphone, c'est essentiellement une croissance sur de consommation des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place. En fait, les jeunes générations, de plus en plus, font de la recherche, pas nécessairement avec le moteur de recherche Google, ils vont carrément sur YouTube. Donc ils vont sur les réseaux sociaux faire de la recherche. Donc il y a un glissement important de la recherche d'information qui glisse du moteur de recherche vers le réseau social. Je ne m'occupe pas de dire que Google ne va pas rester aussi important qu'il ne l'est, je dis simplement que les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place. Et si on regarde, même si vous ne pouvez pas voir en détail les chiffres, les réseaux sociaux en 2018, le premier au monde, vous le savez, c'est Facebook. Le deuxième qui suit, c'est YouTube. Après ça, on a Instagram, Messenger, etc. Mais il y a un premier phénomène qui est intéressant et qui se passe depuis à peu près un an. Vous ne le voyez pas ici. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce réseau social, TikTok. TikTok qui est d'origine chinoise. Qu'est-ce que nous dit TikTok au-delà de son succès? Je crois que c'est 500 millions de personnes en l'espace de 2 ans. Et tout de pas nous montrer ce qui s'est passé dans l'histoire de tous les autres médias de masse. C'est qu'il y a un média qui crée, en tout cas il y a une marque qui crée le concept, Facebook crée le réseau social il y a 15 ans, et puis après ça il y a une lente maturité de la relation avec ce type d'outils, et là aujourd'hui on commence à assister à une fragmentation, une segmentation des réseaux sociaux. On l'a vu il y a déjà quelques années avec LinkedIn par exemple ou Twitter, mais là ça arrive de plus en plus. Et c'est exactement le même phénomène que nous avons vécu avec la télévision. Souvenez-vous, la télévision est généraliste pendant des années, et puis à un moment donné, le câble, le satellite permet d'exploser l'offre télévisée en canaux spécialisés. Eh bien, on s'en va au niveau des réseaux sociaux sur la même dynamique de déploiement. Si je regarde, et je remercie l'agence Circus de m'avoir donné rapidement quelques chiffres, je ne resterai que là-dessus. Ce qu'on constate simplement par rapport à Maurice, Maurice est au-dessus de la moyenne mondiale en termes de fréquentation d'Internet et de l'usage des réseaux sociaux. Donc vous êtes totalement, je dirais, dans le trend dominant. S'il y a un objet, je ne vais pas trop traîner sur les objets, mais cet objet-là, à mon avis, est occupé à changer les comportements de manière extrêmement significative, c'est l'assistant connecté. Vous le connaissez peut-être, il s'appelle Alexa chez Amazon, il peut s'appeler Google Assistant chez Google. Apple a inventé quelque part le concept avec Siri. Regardez la petite annonce qu'il y a ici à droite, une annonce de la radio énergie, vous connaissez sans doute. Eh bien, depuis l'automne, si vous écoutez énergie sur l'assistant vocal de Amazon, et qu'à un moment donné, dans la page publicitaire du programme radio d'énergie, il y a un produit ou un service qui vous intéresse, vous pouvez, live, directement, interagir avec la borne Amazon et commander le produit pendant la page publicitaire. Vous ne prenez plus note du produit et du service en disant ben, j'irai sur Internet pour le commander. Non, non, non. Vous interagissez de manière sonore avec l'enceinte et vous commandez le produit. Et comme l'enceinte connectée, elle est connectée avec votre adresse Internet, ben moi je connais votre carte Visa, et c'est fait. Donc vous voyez le raccourci fulgurant de cet objet qui est vendu. Si je fais la conversion en roupies, on est à 100 €, donc quoi, 4000 roupies, autour de 4000 roupies pour avoir un outil qui me permet de connecter avec le monde et de commercer avec le monde entier. Aujourd'hui, 250 000 entreprises américaines sont déjà sur les enceintes vocales, les enceintes connectées de Amazon ou de Google ou de Apple. 250 000. Donc ça veut dire qu'il y a 250 000 marques qui peuvent interagir live comme ça avec le consommateur chez lui, à la maison, etc. etc. C'est une évolution majeure. C'est une évolution majeure parce que pour toute entreprise, non seulement il y a cette facilité de relation, mais il y a aussi l'obligation pour l'entreprise de devenir une identité sonore. Parce que si de plus en plus le consommateur n'a plus envie de taper avec ses doigts sur des petits claviers puis s'emmerder à répéter 3 fois le message, mais qu'il peut parler avec les marques, parler avec les entreprises, il va falloir que les entreprises aient une identité sonore. Alors que depuis 2 siècles, on travaille une identité visuelle avec un graphisme, un logo, etc. Ben, tout ça existe, mais il va falloir penser à une identité sonore. C'est quoi la personnalité? Est-ce que je vais choisir un acteur, une actrice, une voix de la radio, une voix de la télé? Et quand je vais l'entendre, je vais savoir que c'est la marque X, Y qui me parle. Ben, de plus en plus, il va falloir penser à ça. Là, vous avez l'histoire d'Internet. J'ai entouré 2 innovations. La première, vous la reconnaissez, je crois, facilement, c'est Facebook. Est-ce que tout le monde reconnaît ce petit chat avec un écouteur? Napster.
Est-ce que la personne qui a dit Napster avec autant de facilité peut dire à tout le monde ce que c'est Napster? Je me rappelle plus trop. Bon, je ne suis pas venu pour rien. Alors, Napster est une plateforme qui est née début des années 2000, qui est du peer-to-peer, c'est-à-dire de l'échange de fichiers musicaux à travers une communauté. Pourquoi j'ai entouré Napster comme innovation majeure? C'était que pour la première fois dans l'histoire, je pouvais avoir un produit gratuitement, on parle ici d'un fichier musical, grâce à une communauté. Évidemment, Napster a été déclaré illégal assez vite, parce que je veux dire, les droits musicaux, là, ils passaient à la trappe. Mais le ver dans le fruit de la gratuité, il était là. Et en fait, il était tellement là, c'est qu'une étude qui a été faite il y a 2 ans en France, on leur a demandé est-ce que vous êtes prêts à payer les contenus auxquels vous avez accès sur Internet, grâce à de la pub sur les plateformes, ou versus payer, et ça, on parlait de 65 € par an, donc 6 € par mois. Dans le sondage, 87% des gens ont répondu non, on va garder la pub, moi je ne vais pas payer 6 € par mois pour avoir du contenu. Donc la notion de gratuité, ce ver dans le fruit, il est important parce qu'aujourd'hui, le consommateur, s'il doit payer quelque chose, il va falloir lui donner quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être payé. Et garder cette idée en tête. Au niveau de la consommation, toute l'histoire de la consommation, ces 2 siècles, c'est si je fais du marketing, si je fais de la com, si je crée des marques, c'est pour vendre, parce que je veux que les gens achètent. Qu'est-ce que tu es occupé à faire le numérique? Il est occupé à exploser ce concept de consommation, d'appropriation. On n'est plus forcément dans une consommation qui veut acheter pour être propriétaire. Depuis 40 ans, on loue des voitures, mais là, on peut louer plein de choses aujourd'hui. On peut louer des couches-culottes, on peut louer des chaudières, on peut louer des matelas, on peut louer des lames de rasoir, on peut louer plein de choses. Pourquoi? Parce que le consommateur est occupé à revoir sa façon de rentrer en relation avec les marques et les produits. Et surtout, le consommateur d'aujourd'hui à l'heure du numérique, il bascule gentiment et doucement vers la notion d'usage et pas la notion d'appropriation. Alors, ce que je vous montre ici très rapidement, c'est le type de consommation qui sont occupés à se développer. La consommation empruntée, ça c'est l'échange. Il n'y a pas de transaction financière. C'est des plateformes sur lesquelles vous pouvez avoir à prêter une remorque, une scie, etc., etc. Consommation de commodité, vous venez de voir les assistants vocaux, c'est ça. C'est je dois renouveler ma poudre à lessiver, mon papier cul, etc. J'interagis avec ma borne Amazon, et Amazon, dans les 24 heures, me livre sur la table de la porte des produits renouvelés, des capsules de café, etc., etc. La troisième, l'abonnement, je vous en parlais. Et alors, la quatrième sur laquelle j'ai beaucoup insisté, consommation expérientielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien sûr, vous avez un produit, bien sûr, vous avez un service, mais là, je voudrais que vous m'offriez plus que le produit et le service. Je voudrais que vous m'offriez une expérience. On va revenir sur cette notion, mais c'est là où, je vais être très sec, c'est là où il y a de l'argent. Parce que le reste, là, ça va devenir difficile. Et cette notion-là, je peux vous dire, dans les écoles de commerce et dans les pratiques marketing, communication pendant 2 siècles, l'émotion, on s'en est beaucoup méfié. On aime ça parler d'un consommateur rationnel qui est totalement cerveau gauche et puis qui décide de manière totalement, je dirais, raisonnable sa façon de rentrer en relation avec une entreprise, une marque, un produit, un service. En fait, il y a 2 prix Nobel qui ont mis ça carrément, je dirais, de côté. Le premier, c'était Daniel Kahneman en 2002, et c'était la première fois qu'un prix Nobel d'économie était donné à un psychologue. Et qu'est-ce que Kahneman démontrait dans ses études de 25 ans? C'est que la recherche, et je donne l'extrait d'un de ses bouquins ici avec cette image, les recherches qu'il avait faites montraient que les relations entre une entreprise et ses clients étaient plus fortes quand elle était émotionnelle, était plus pérenne quand elle était émotionnelle, était plus fidèle quand elle était dans l'émotionnel que quand elle était strictement dans le rationnel. En d'autres termes, si j'ai une relation avec une entreprise parce que son produit est à 10 €, mais je n'ai aucune autre relation avec elle que parce qu'elle est à 10 €, il suffit qu'il y ait le concurrent qui arrive à 9,99 €, c'est fini, je bascule. Si j'ai établi une relation émotionnelle avec le client, là, il va réfléchir à 2 fois. Et donc Kahneman démontre ça en 2002. Richard Taylor, prix Nobel d'économie 2017, remet une couche, et lui c'est un économiste. Il démontre à travers les 15 ans de recherche qui ont suivi les travaux de Kahneman qu'en fait définitivement, l'entreprise est plus puissante dans sa relation quand elle est dans l'émotionnel que quand elle est dans le rationnel. Et si je vous montre ces extraits de YouTube, c'est qu'aujourd'hui, le numérique c'est quoi? C'est l'émotionnel. Alors l'entreprise, quelle qu'elle soit, j'insiste ça,
quelle qu'elle soit, B2B ou B2C, on va revenir d'ailleurs sur ces notions-là, si elle n'a pas développé une dynamique émotionnelle dans sa relation, ben, c'est juste une entreprise. Mais ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de rentrer nécessairement en relation. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, si je devais ramasser ce premier chapitre, je dirais que l'entreprise de demain, elle n'est pas numérique à 100%. Elle va être ce mix de tangible et d'intangible. Le concept tangible et d'intangible, vous le connaissez très bien. Souvenez-vous, iPod, tangible. Modèle d'affaires, iTunes, intangible. iPhone, tangible. Modèle d'affaires, application, intangible. Donc, quelque part, on est dans cette mixité aujourd'hui. L'entreprise de demain, ce n'est pas l'entreprise qui est 100% numérique, et c'est à tel point vrai. Regardez les deux images du bas. Amazon a ouvert 250 librairies papier aux États-Unis. Amazon est occupé à tester avec cette sorte de food truck le commerce de proximité. Dans ce camion qui circule dans les rues de Seattle aux États-Unis, il y a tous les produits Amazon vendus dans le mois qui a précédé. Les plus vendus en tout cas. Et qu'est-ce que dit Jeff Bezos d'Amazon quand on lui pose la question sur ses recherches et développement? Il dit une marque ne peut pas être leader dans l'intangible, donc dans le virtuel, sans avoir une relation concrète, physique, régulière avec ses clients d'une autre manière. Donc Amazon, qui, soit dit en passant, je ne sais pas si vous avez vu le chiffre 2018, en recherche et développement, a investi l'année dernière 22 milliards de dollars, billion of dollars, en recherche et développement. Et la recherche et développement chez Amazon, c'est justement tangible, intangible. Ça va à date? Mon accent n'est pas très créole, je vous m'en excusez, mais il est moins chantant et moins souriant, mais j'essaie quand même de passer des petits points d'accent belge ou canadien, si à la limite vous les reconnaissez. Deuxième chapitre, pardon? Ah mais non, hier quand je suis arrivé à l'hôtel, on est passé à la barrière, et alors le chauffeur a dit un mot que je n'ai pas compris. Tout. J'ai dit, qu'est-ce que vous venez de dire là, pour que la barrière soit retour? Donc j'ai déjà compris que tout, c'est retour. Je commence un mot à la fois. Hein. Bon. Deuxième chapitre, on va voir en quoi le consommateur passe au consomme-acteur. Vous vous souvenez de la verticalité et de l'horizontalité. Alors, pour illustrer cette bascule de comportement, de paradigme, je prends une métaphore assez simple qui est une invitation à souper. Si vous invitez des amis à souper chez vous, ou à dîner, peu importe, l'apéro va se passer dans le salon, enfin chez vous ça va être sur la terrasse, mais disons dans un lieu de vie qui est un petit peu le showroom de votre style de vie, un peu la vitrine de votre façon de vivre. Vous invitez à passer à la salle à manger, là on va vivre l'expérience concrète, et le vin aidant, on va bien mieux se connaître. Imaginons que la soirée se passe hyper bien. Nos invités se proposent de débarrasser et éventuellement même de participer à la vaisselle. Là, il débarque dans la cuisine. La métaphore est la suivante, c'est que la relation entre le client et l'entreprise, avant le numérique, eh bien en fait, le salon existait, c'est la pub, c'est les masses médias. La salle à manger, c'était la consommation du produit et du service, mais pratiquement jamais, je dis bien jamais, le consommateur ou le client aurait connaissance de ce qui se passe dans la cuisine de l'entreprise. Mais quand arrive le numérique, là ça bascule. C'est que le consommateur, il est déjà dans votre cuisine, que vous ne savez même pas qu'il s'intéresse à vous. Les chiffres l'année dernière, qui sont pratiquement planétaires, 91% des consommateurs et des clients vont sur Internet en amont pour s'informer avant d'aller voir un magasin, avant d'aller voir un fournisseur, avant de choisir un artisan. 91% sont sur Internet. Ça veut dire que vous pouvez bien faire de la com, vous pouvez bien vivre une expérience, etc. Mais sachez que lui, il se balade bien en amont. Il se balade sur les réseaux sociaux, il va sur les moteurs de recherche, il va voir les critiques d'évaluation, il va faire tout ça, et peut-être, après ça, il va vous parler. Vous n'avez plus le contrôle de la rencontre. Non seulement vous n'avez plus le contrôle de la rencontre, mais vous avez affaire à un client, un consommateur, qui est beaucoup mieux informé quand il prend contact avec vous. Tellement bien informé qu'une étude qui a été faite en France il y a 1 an, avec dans une entreprise qui envoie, vous savez, des visiteurs mystères ou des gens qui débarquent pour évaluer les services, les produits, etc., un peu incognito, même totalement incognito. 80% des vendeurs chez Renault et Peugeot disaient ne pas être capables de répondre à certaines questions des clients qui débarquaient dans le showroom. C'est pas qu'ils sont incompétents, c'est pas qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, c'est simplement qu'ils ont affaire à un consommateur qui a fait un travail en amont exceptionnellement plus approfondi que vous ne pouvez le faire avant.
Donc, quelque part, quand je vous disais le savoir n'est plus un pouvoir, ben, le savoir du vendeur n'est pas nécessairement un pouvoir non plus aujourd'hui. Je ne suis pas occupé à dire aux vendeurs qu'il faut les virer parce qu'on ne peut rien en faire. Non, non. Il faut peut-être réinventer son rôle dans sa rencontre avec le client. Un de vos comparses, chef d'entreprise ici à Maurice, m'a raconté il y a 2 jours, il était décidé d'acheter un modèle de voiture. 2 voitures de ce modèle. Je vous dis tout de suite, c'est des voitures qui sont en euros au-dessus de 100 000 euros. Il prend rendez-vous. Sa mère douille 3 fois, l'entreprise annule les rendez-vous, il doit reprendre rendez-vous. En fait, il a autre chose à faire, mais il est décidé d'acheter ces 2 voitures-là dans cette marque-là. Il arrive, il a rendez-vous pour un test de conduite. Il y a 2 options sur cette voiture qui sont exceptionnellement originales. Un truc où vous passez de 2 à 4 roues motrices en roulant, et l'autre, je crois que c'est des changements de suspension en roulant. Sauf que le vendeur n'était pas capable d'activer les 2 fonctions pendant le test drive. Eh bien, la personne a acheté ces 2 voitures ailleurs. Pourtant, la personne était décidée à dépenser plus de 200 000 euros chez cet entrepreneur-là, chez cette marque-là. Mais ça a merdé dans la rencontre avec le vendeur. Alors, autre dynamique qui s'est mise en place avec ce consommateur, c'est vraiment le consommateur qui est devenu un média viral. Hier, je devais travailler avec la masse. Le concept de la masse média, c'est je communique comme ça, puis j'espère qu'il y a quelqu'un ici qui va s'intéresser à mon produit. Mais je ne sais pas quand et comment. Sauf qu'aujourd'hui, avec le numérique, si je travaille bien sur mon cœur de cible, sur mon consommateur acquis, sur mes clients qui m'ont rencontré, qui ont vécu l'expérience avec moi et qui sont heureux avec moi, ben eux, ils deviennent le média de mon entreprise. Eux, ils vont parler de moi. Donc, aujourd'hui, stratégiquement, soigner, mais alors aux petits oignons, soigner sa clientèle, c'est soigner quelque part un média viral. Et le soigner, c'est pas simplement lui faire des promos. On va voir quoi faire pour le soigner. Et c'est tellement important. Regardez, ça, j'ai pris un exemple pointu, évidemment, mais comme on est au bord de mer, vous savez de quoi je parle, c'est les planches. Ben, Quicksilver et Roxy, ils ont pratiquement supprimé les plans médias. Ils n'achètent plus de médias, de masse média en tout cas. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont structuré les influenceurs, que vous connaissez maintenant, parce qu'il y a plein de marques qui utilisent des influenceurs, mais vous voyez que le plan média, c'est devenu un plan d'influenceurs avec des investissements qui varient, mais surtout des types de contenus que ces différents influenceurs vont utiliser, vont promouvoir au nom de la marque. Donc ce n'est plus la marque qui parle, ce sont des influenceurs qui utilisent les produits et qui sont à la limite beaucoup plus crédibles que la marque. Le consommateur, non seulement c'est un média viral, mais c'est un média beaucoup plus crédible. Ça veut dire qu'à la sortie, non seulement je suis devenu un média viral, mais en fait nous sommes tous devenus des médias. Parce qu'au quotidien, quand je poste un contenu sur le réseau social, je suis déjà un média puisque je parle à 500, 800, voire 2000 amis. Quand je suis une entreprise et que je mets quelque chose sur LinkedIn ou sur Twitter, ben je suis un média. Donc toute entreprise aujourd'hui a son métier, mais elle a aussi développé un autre métier, ou elle doit en tout cas le développer, c'est être un média. Et un média, c'est pas faire de la pub, c'est fabriquer des contenus qui vont intéresser mes prospects et convaincre mes clients de rester avec moi. C'est pas la même chose. Je donne un exemple au Québec. Aux alentours du 15 août au Québec, comme dans beaucoup de coins de l'hémisphère nord, on a l'occasion de voir les étoiles filantes, beaucoup plus facilement. Et dans un coin du Québec, c'est encore plus facile parce qu'il n'y a aucune pollution lumineuse. La Loterie nationale au Québec s'est dit, tiens, vous savez, la tradition veut que quand on voit une étoile filante, on fait un vœu. Vous connaissez cette tradition sans doute. Mais regardez ce qu'ils ont fait, ils ont tapé une caméra Facebook Live dans le ciel du Québec, et donc, sans jamais savoir quand une étoile filante allait rentrer dans le cadre ou pas, parce que ça c'est totalement aléatoire, on va voir ce qui se passe. Hop, une étoile filante. Ben, achetez un billet de loterie. Donc ils ont intégré une proposition d'achat de billets de loterie dans un contenu totalement aléatoire sur lequel ils n'ont aucun contrôle. Mais je peux vous dire que le buzz, ils en ont fait du buzz. Hein. Donc le contenu, si vous voulez, échappe, mais quelque part, l'entreprise aujourd'hui, si elle fabrique du contenu, eh bien, elle peut espérer aller chercher de la visibilité. L'entreprise Red Bull a montré l'exemple il y a 25 ans. Quand ils ont envoyé un zozo, et ça c'était pas il y a 25 ans, mais il y a quelques années, ils ont envoyé un zozo dans la stratosphère qui est descendu pendant je ne sais combien de minutes, ils n'ont pas acheté de médias ce jour-là. Nous avons été, veut pas, nous avons été le média de Red Bull. Parce qu'on a vu la vidéo, on trouvait ça le fun, là, on va balancer sur le réseau social.
Red Bull n'a pas acheté de médias. Il a fabriqué du contenu qui avait un potentiel médiatique et nous avons été le média viral de Red Bull. Et pour vous dire que c'est tellement important aujourd'hui, l'impact de ce consommateur, ça c'est une étude Nielsen, même si vous ne voyez pas les chiffres d'où vous êtes, c'est pas grave. Sachez simplement qu'aujourd'hui, en termes de crédibilité, qu'est-ce qui est le plus crédible pour le consommateur? Recommandation des gens que je connais, le site propre des entreprises, les opinions des consommateurs postées en ligne, les contenus éditoriaux comme les articles de journaux, et la télévision, enfin les pubs à la télé, arrivent en 5e position. Mais si vous regardez les 4 premiers contenus en termes de crédibilité pour les clients et les consommateurs sur la planète, ben, ce sont 4 contenus. 2 sous le contrôle des consommateurs et 2 sous le contrôle de l'entreprise. Mais on ne parle que de contenu, on ne parle pas de pub, on ne parle pas de promo. Donc il y a ce glissement majeur vers le contenu, mais aussi cette notion de crédibilité. Alors, ceux qui ont été suivis des formations en marketing ont certainement croisé les 4 P de Kotler. Kotler disait une bonne entreprise, c'est un bon produit, un bon prix, un bon placement et une bonne com. Mais aujourd'hui, le numérique est occupé à nous dire que ce n'est peut-être pas que les 4 P, il y a les 4 E. Alors c'est quoi? Bien sûr un bon produit, mais quid de l'expérience que vous allez proposer? C'est une chose. 2 yeux. Hier, il fallait être au bon endroit. Ben là, avec le numérique, il faut être partout. En tout cas, il faut être partout sur les plateformes numériques. Hier, le prix était déterminant, pour ne pas dire uniquement déterminant. Ben, ce n'est pas nécessairement la seule chose aujourd'hui. Quid de la conversation que vous avez avec vos clients et vos prospects. Ils vous jugent aussi là-dessus. Et enfin, si vous réussissez bien les 3 premiers E, ben là, il y a quelque chose qui a complètement changé. Je ne fais plus de la com. Mon client est devenu l'évangéliste de la marque. Il a envie d'en parler. Alors on me dit souvent, oui mais en B2B, c'est pas la même chose. On va arrêter cette histoire de B2B, B2C. J'ai juste 35 ans là-dedans et on m'a gonflé là-dedans pendant 30 ans. Les Américains ont résolu ça cette année-ci en annonçant très clairement que le B2B et le B2C, ça existe peut-être encore quand on signe un contrat, mais pour le reste, au niveau de la communication, de la conversation, de la relation, on bascule vers ce qu'ils appellent le H2H, human to human. Moi, client, je considère l'entreprise comme un être humain. Ça veut dire quoi? C'est que je m'attends à ce que l'entreprise interagisse avec moi dans toute la complexité, la diversité d'un être humain, c'est-à-dire de l'émotionnel, de la sympathie, du relationnel, de l'écoute, etc., etc. Ça, c'est une bascule. Et c'est tellement important qu'aujourd'hui, regardez un petit peu, 84% des CEO, donc des boss en B2B, consultent les réseaux sociaux. Je ne vais pas rentrer dans toutes les statistiques, mais regardez par exemple que 50% des acheteurs en B2B aujourd'hui, en tout cas plus de 50% des acheteurs en B2B sur la planète, ce sont des millénials. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans un comportement fondamentalement numérique, avec tout ce qu'on s'est dit déjà avant. Et le dernier chiffre, qui est peut-être le plus impressionnant, on peut dire qu'à peu près 2 tiers des acheteurs en B2B aujourd'hui ont pris leur décision avant de prendre contact avec le vendeur. Ça veut dire que vous pouvez faire tout le travail que vous voulez, mais lui, il a déjà fait des choses en avant. Ça veut dire que quand il vous adresse la parole, si vous êtes dans le B2B, sachez qu'il est déjà pas mal avancé dans sa décision, et commencez pas à lui refaire tout le baratin, parce que ça vous allez juste emmerder. Il faudra déplacer la rencontre. Et quand je dis déplacer la rencontre, vous avez un schéma ici qui est historique dans le processus de décision en B2B. Notoriété, un certain intérêt, je considère, j'ai l'intention, j'évalue et j'achète. Si on regarde ce qui se passait avant le numérique, bien en fait, tout ce processus ici amenait très rapidement le candidat acheteur à prendre contact avec le vendeur pour considérer éventuellement d'aller plus loin, pour valider son intention et éventuellement évaluer son achat. Aujourd'hui, la décision de contacter le vendeur est beaucoup plus tardive. Qu'est-ce que ça nous amène dans la réflexion? C'est que moi, comme entreprise, j'ai intérêt à nourrir avec du contenu tout ce parcours-là. Parce que si je pense qu'il va m'appeler là alors qu'il ne m'appelle que là, j'ai manqué un petit peu. En fait, il ne m'appellera pas. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'acheteur appelle beaucoup plus tardivement et l'entreprise qui le vend a intérêt à être présent de manière beaucoup plus ample, beaucoup plus riche en amont pour être sûr qu'on va m'appeler aussi tardivement. Alors, je ne vais pas trop insister sur la partie droite de la slide, parce que celle-là, elle va complètement vous bouleverser, parce que je dis exactement le contraire de ce que je viens de dire. C'est que non seulement il y a un parcours qui se fait de manière beaucoup plus approfondie, mais en plus de ça, il y en a qui court-circuitent le parcours. Il y en a qui décident qu'on va passer à côté. Et ça, je ne contrôle pas ça. La seule chose que je contrôle comme entreprise, c'est ma capacité
à être présent avec du contenu sur l'ensemble des étapes. Mais je ne contrôle plus le fait que le candidat acheteur, il va passer par l'étape A avant l'étape B, etc. Ça, je ne sais pas. Mais je dois être présent. Ce qui m'amène sur cette notion d'expérience sur laquelle je voulais insister ce matin, pour comprendre le concept de l'expérience, il faut revenir sur l'histoire de Starbucks. Tout le monde connaît Starbucks, ce n'est pas encore Hélène Maurice, mais ça me serait tardé. Ils sont partout. En tout cas, ils sont déjà dans la tête de jeunes. On en discutait hier. Un de vos collègues entrepreneurs disait que sa fille a 10 ans, sa folie, c'est d'avoir les mugs Starbucks. Elle n'a jamais bu un café. Mais elle va avoir le mug Starbucks, pour vous dire que l'intox, elle est là. Bon. Qu'est-ce que fait Howard Schultz il y a 35 ans? Quand il décide de lancer Starbucks, il n'innove pas au niveau du produit, c'est du café. Il n'innove pas au niveau du service, c'est du self-service. Mais il décide de réinventer le lieu où on boit du café. L'expérience du lieu. Donc on n'est pas dans le produit, on n'est pas dans le service, on est dans l'environnement. On va mettre des fauteuils en cuir, ultérieurement on va balancer la Wi-Fi, etc., etc. Il est sur un déplacement de la valeur du produit et du service vers l'expérience. Et pour illustrer cette mutation, il y a une industrie qui l'a très très bien compris, à travers, entre autres, un personnage dont vous connaissez peut-être le nom, René Angélil. N'ayez pas peur de dire qui est. Les femmes, là, ça toutes. Hein. C'est le mari de Céline Dion. Bon. Mari de Céline Dion, impresario, et maintenant feu son mari, puisqu'il est décédé il y a quelques années. En 2003-2004, le René du Québec, fait une conférence de presse et il annonce que Céline Dion ne chantera plus nulle part sur la planète. C'est un peu le scandale dans le monde de la musique parce qu'à l'époque, elle remplit des stades sur la planète. Je veux dire, partout c'est un succès, c'est ça le combat. Et les deux arguments de René Angélil, vous allez voir, ça rejoint notre discussion de ce matin. C'est le premier. L'avenir de la musique n'est pas dans la musique en disquée. Au Québec, en disquée enregistrée. La musique en disquée, ça va pas nécessairement disparaître, dit-il, mais en tout cas, c'est plus là. Le business model n'est plus dans le produit. Ça veut dire qu'elle n'est plus dans le produit. Et il dit en plus de ça, aujourd'hui, la vraie valeur de la musique, c'est le show, c'est le concert. Et la meilleure preuve, il dit ça en 2003-2004, hein, il y a la meilleure preuve, un gamin et une gamine de 15 ans est prêt à dépenser 120 € pour aller voir un concert, mais il ne va pas dépenser 1 € pour avoir le CD, du même groupe, la même artiste. Il choque un peu le monde, mais René, maintenant, il est enterré, mais il avait raison, René. Vous ne voyez pas en détail les chiffres ici, ça c'est les revenus de l'industrie musicale depuis 2006 jusqu'à 2017. La partie rouge sombre que vous avez ici, rouge brique, c'est 57% des revenus de l'industrie musicale mondiale, c'est du concert, c'est des shows. Moins de 20% c'est du CD, et le reste c'est du streaming, c'est du Spotify et consorts. Donc vous voyez la mutation de l'industrie musicale du produit vers l'expérience. La valeur s'est déplacée du produit vers l'expérience. C'est toujours de la musique, mais la valeur n'est plus sur la musique en disque, elle est sur le concept de la musique. Et on le voit aujourd'hui, les artistes, ils promeuvent beaucoup plus leur concert, ils font beaucoup plus de tournées parce que c'est là qu'il y a de l'argent. Parce que quand vous êtes sur Spotify, vous gagnez 0,005 cents par écoute. On ne va pas être riche avec ça. Hein. Alors, ce qui est important dans cette histoire d'expérience qui devient extrêmement probante dans la tête du consommateur, le dernier exemple que je partage avec vous, c'est L'Oréal. Vous avez une image ici d'une marque de cosmétique américaine qui s'appelle NYX. Je parle de produit, hein, je ne parle pas de luxe parce qu'il y a une marque qui est assez semblable, qui est luxe. Mais ici, on parle de NYX. NYX est racheté il y a 4-5 ans par L'Oréal, marque de cosmétique américaine, bonne marque, mais quand on voit l'achat par L'Oréal, on ne comprend pas trop qu'est-ce que L'Oréal va chercher. Mais on a compris il y a 1 an, quand le grand boss de L'Oréal a fait son discours annuel, il a dit, entre autres dans son discours, il a dit, nous allons nixifier L'Oréal. Nixifier L'Oréal. Le verbe n'est pas très joli, mais l'idée, par contre, est très intéressante. Il a expliqué, en fait, que l'achat de NYX il y a 4 ans par L'Oréal, ce n'était pas les produits. C'était le fait que NYX avait inventé des masterclass en maquillage et des interfaces sur téléphone portable pour que les femmes puissent tester des maquillages avec leur téléphone. Donc, en fait, qu'est-ce que L'Oréal a acheté? Il a acheté de l'expérience. Et qu'est-ce qu'il dit quand il dit on va nixifier L'Oréal? Il dit quelque chose de fondamental pour l'entreprise, c'est construire sa légitimité et sa force historique sur des brevets produits, mais il ne peut pas dire que la valeur est tout à se déplacer sur l'expérience.
Il ne dit pas qu'il ne faut pas avoir des bons produits, il dit simplement que la valeur de la relation avec les clients se déplace vers l'expérience. Donc, si je devais résumer, on est passé de ce schéma assez traditionnel, je crée de la pub, de la communication, j'espère une rencontre et éventuellement après c'est une relation, on passe à un autre modèle qui amène l'entreprise à travailler beaucoup plus son exposition. Quand je dis son exposition, sa présence, on l'a vu en parlant de contenu. Et si je m'expose bien, c'est pas simplement vendre un produit que vous devez faire. Il va falloir que vous travaillez à partager une expérience. Et si l'expérience se passe très bien, ben là vous avez gagné, c'est le bingo, votre client est devenu un ambassadeur, un évangéliste de votre marque, il s'engage. Exemple que je partage avec plaisir, c'est qu'il y a 6 ans, quand avec Valérie on décide de vivre en France, donc on quitte le Canada. Il y a plein de gens qui ne comprennent toujours pas pourquoi on a quitté le Canada pour la France. On avait mis un mauvais peut-être, mais bon. On arrive, moi, un de mes loisirs de prédilection, c'est la randonnée. Je ne connais pas trop les produits, puisque après 20 ans de Canada, je ne connais pas les marques qui sont produits ou vendus en Europe, et particulièrement en France. Donc, je vais faire ce que 91% font aujourd'hui. Je vais sur Internet, voir les communautés de randonneurs, blablabla, et je trouve une marque de chaussures. Il se fait que je vais chez Decathlon, et là, on me dit, ah monsieur, c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est dans le magasin. Oh, l'expérience, elle vient de prendre un coup. Je rentre chez moi, je suis un peu dépité, et je retape le nom de la chaussure, et je tombe sur une plateforme qui me livre en 48 heures, satisfait, remboursé. La plateforme s'appelle TheReblochonCompany.com. Il faut la trouver, hein. Ça, des noms de marques, je peux faire Made in Maurice, hein, en tout cas. Et il est mis dans l'annonce, enfin pour la commande des chaussures, et c'est par téléphone. C'est par téléphone, ok. Je reçois mes chaussures, mes bottes de marche, mes chaussettes, et puis j'appelle le monsieur, et le monsieur, au moment où il décroche, il dit « Ah, monsieur Baudouin, vous avez bien reçu vos Mendel ?» Donc lui, le téléphone est connecté avec le bon de commande, ça pop dans son ordi, ben, l'expérience commence bien, j'existe, j'ai un nom, et il sait pourquoi j'appelle. Est-ce que vous avez des chaussettes en moelle, etc. Est-ce que vous avez des escaliers, ben, montez sur la pointe des pieds, descendez sur les talons, enfin, l'essai par téléphone, à lieu. Ça va durer 10 minutes. Les pompes, impeccable, c'est la bonne taille, tout ça, je ne me comprends pas. En fait, qu'est-ce qu'a fait The Reblochon Company? D'abord, ils ont très très bien travaillé leur présence sur les plateformes numériques, parce que quand j'ai fait la recherche, je suis tombé sur la première page Google avec la proposition. Ils ont très très bien travaillé l'expérience parce qu'ils n'ont pas vendu des chaussures. Ils m'ont partagé une expérience. Et vous êtes aujourd'hui, après 4-5 ans, la énième cohorte de personnes à qui je partage, TheReblochonCompany.com. Une entreprise que je ne connaissais pas 48 heures avant, versus un Decathlon qui est un monstre dans la distribution des produits sportifs, et qui plus est, m'a vendu des chaussures plus chères que chez Decathlon. Mais je suis resté fidèle parce que j'ai vécu une expérience sympathique, attentionnée, et qu'est-ce que j'ai fait après? Ben, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. J'ai été le média viral de TheReblochonCompany.com. J'ai pas eu tort, parce que l'année dernière, le site qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle Snow Leader, a été reconnu comme un des meilleurs sites de e-commerce en France. C'est une petite entreprise au fin fond de la Haute-Savoie. Donc, ce qui est intéressant aussi avec le numérique aujourd'hui, c'est que n'importe quelle entreprise, petite, moyenne, si elle comprend bien ce modèle, elle peut avoir sa place, elle peut créer sa place. Et y compris en vendant le même produit qu'un leader qui s'appelle Decathlon. La paire de chaussures était vendue chez Decathlon. Mais sans expérience, sans attention que j'ai eue avec TheReblochonCompany.com.